Saint-Leu, c'est pas un ring et les municipales, c'est pas un concours de testostérone. C'est une vraie responsabilité et c'est dans ce sens que je souhaite m'inscrire parce que en tant que femme, je pense que je peux, j'ai une autre vision, une autre manière de faire de la politique et c'est ça que je veux emmener, une méthode, une vision, un cap. Bonjour, nous sommes donc dans une nouvelle émission Candidate-Candidat. C'est une émission qui s'adresse aux gens qui briguent les suffrages des électeurs. Voilà la sélection. Et nous recevons aujourd'hui Karine Nabeneza, 4e vice-présidente de la région, dont la compétence est la formation professionnelle, mais bien d'autres choses également. Nous allons avoir l'occasion d'en parler. Je suis avec Léa Morino, je suis Franck Sellier. Et nous allons donc commencer, Karine Nabeneza, donc vous briguez les suffrages des électeurs déjà depuis quelques années. Comment en êtes-vous arrivé à avoir envie de faire de la politique? Alors bonsoir Franck, bonsoir à tout le monde. Comment j'en suis arrivée à en faire de la politique? En fait, j'ai presque envie de dire naturellement. Ça fait 25 ans que je sers les collectivités. J'ai servi commune, j'ai servi une intercommunalité. Je suis aujourd'hui à la région et je crois que je suis profondément marquée par le sens de l'intérêt général et la volonté d'être utile à la population. Je suis issue d'une famille très modeste, donc de parents illettrés. Je suis la dernière d'une famille de 10 enfants et c'est grâce à une bourse que un jour donc j'ai pu faire des études et j'ai pu me lancer et ce fameux ascenseur social donc que tout le monde connaît, et notamment quand on est dans des logiques de politique de gauche. Et donc il y a quelqu'un un jour quelque part dans une collectivité comme celle où je suis actuellement à la région qui a voté un texte que je ne connais pas et qui m'a permis, moi, petite fille modeste du quartier zone d'éducation prioritaire, de pouvoir faire des études, de pouvoir me lancer. Bon, c'est sûr que c'était pas facile puisque j'ai perdu mon père, j'avais 17 ans, c'était l'année de mon bac, et donc des difficultés. Je me suis interdit un certain nombre de choses, typiquement d'aller faire des études en métropole. Mais néanmoins, malgré la difficulté, donc j'ai connu c'est quoi de prendre le bus, j'ai connu c'est quoi ne pas aller au cours du soir parce que je ne pouvais pas rentrer chez moi. Je sais c'est quoi vivre avec peu de moyens, puisque ma mère a vécu à ce moment-là avec une pension de réversion très faible. Et donc c'est aussi toutes ces réalités-là qui, naturellement, je pense, sans doute, m'ont conduit vers le champ politique puisque je n'ai jamais fait de syndicalisme auparavant. Je n'étais pas encartée, je ne viens pas d'un sérail politique marqué, mais je suis née, je pense que tu le sais, sur un sujet que tu connais bien, née politiquement à Saint-Leu sur le sujet de la carrière de bois blanc. C'est un sujet dans lequel, en tant qu'administrative, j'étais en fonction, à l'époque j'étais DGA à l'aménagement, et donc j'ai eu à traiter ce dossier en interne. Et je me suis rendu compte de toutes les injustices et de toutes les inepties et les irrégularités que ce dossier pouvait comporter. Et c'est de fil en aiguille, presque j'ai envie de dire un peu naturellement, que je me suis engagée en politique et que les deux sont liés. Je pense que c'est une logique en fait, servir à la population, être utile. Et ce qui m'a toujours animée, c'est d'être au contact des habitants, de servir, d'utiliser donc les outils qui sont à notre disposition, notamment dans les politiques publiques, pour faire pour la population. Donc vous êtes dans la politique depuis près de 10 ans. Est-ce que vous pouvez rappeler les postes que vous avez occupés dans le civil et en politique? Alors je l'ai dit, donc ça fait 25 ans que je suis en collectivité. Je suis fonctionnaire territoriale. J'ai occupé à peu près tous les postes de la fonction publique. J'ai commencé sur les postes les plus, on va dire, les plus modestes. J'étais agent administratif, j'étais diplômée, mais c'était la seule chose que je pouvais, en tout cas qu'on m'a proposé d'occuper à l'époque. J'ai passé 2-3 concours de la fonction publique et j'ai occupé des postes à haut niveau de responsabilité, DGA aménagement, directrice de cabinet, DGA ressources et moyens, donc dans une intercommunalité de 140 000 habitants et politiquement, donc j'ai été dans l'opposition pendant un mandat. Là, on parle de la région. De la région, donc mon mandat, c'est la région. Donc, je suis conseillère régionale. J'ai été conseillère régionale d'opposition pendant un mandat de 2015 à 2021. Et puis, naturellement, donc, en 2021, lorsque les élections régionales se sont représentées,
je me suis représentée et avec la liste conduite à gauche et je suis devenue, on a gagné, donc on est dans la majorité et maintenant je suis vice-présidente à la région en charge de la formation professionnelle, Franck l'a rappelé. Sachant que c'est un peu atypique parce que vous êtes arrivé à la politique avec Thierry Robert, dont vous étiez la directrice de cabinet, maire de Saint-Leu à l'époque de la carrière, donc plutôt centriste, MoDem, LPA. Ensuite, vous avez été, je crois, la première réunionnaise, ou en tout cas l'une des premières, à soutenir Emmanuel Macron. Il était peut-être même pas encore candidat, vous aviez déjà fait un selfie avec lui en décembre 2016. Et aujourd'hui, après être passé d'abord sur la liste d'Erika Barège, socialiste, vous êtes maintenant clairement PLR, je pense, hein, avec Huguette Bello. C'est un parcours un peu atypique. D'habitude, on a plutôt l'habitude de voir des gens qui partent de la gauche et qui finissent à droite. Et vous prenez la pente inverse. Comment ça s'explique? Alors, d'abord, je veux effectivement, donc quand vous dites LPA Thierry Robert, c'est Thierry Robert. Moi, j'étais sur la liste en 2015 en tant que société civile, effectivement sur la liste de Thierry Robert. Mais j'ai envie de dire que naturellement, je l'ai dit, mon parcours et ce que je suis me définit dans des logiques de justice sociale, d'égalité sociale, d'égalité des chances. Je suis profondément animée par ça parce que aussi je pense que ça me constitue et que peut-être sans le savoir, c'était déjà très présent chez moi. Un engagement sur la carrière qui était un gros sentiment d'injustice. Et donc, je ne sais pas, effectivement, j'arrive pas à rester indifférente à des situations qui me touchent. Et à cette époque-là, donc, il représentait, et je pense que je n'étais pas la seule, un scénario un peu de rupture. C'était un ministre de gauche, je le rappelle, à l'époque. Emmanuel Macron, oui. C'était un ministre de gauche. Et à La Réunion, il y avait un élan à gauche, hein, donc la mairie de Sagny, l'ancien maire, donc Gilbert Annette et le Parti socialiste portaient également cette logique. Rappelez-vous du meeting qui s'est tenu à La Réunion, c'était en 2017 là. Hein, oui. C'était aussi donc la gauche qui était avec Thierry Robert et qui l'avait organisé. Donc je pense que il représentait cette... Moi, j'y ai cru. À l'époque, j'y ai cru. Je me suis rendu compte que c'était une grosse bêtise et que c'était pas quelqu'un qui était foncièrement... Bon, après, ça c'est... À quel moment, d'ailleurs, vous avez dit c'est plus possible? En fait, moi, si vous vous rappelez l'histoire, c'est la députée PS qui a eu l'investiture... de la 6e circonscription, voilà. Oui. Donc, et ça s'est arrêté. Cet épisode n'a pas duré très longtemps. Voilà. Donc depuis, je ne suis plus nulle part nationalement. On va dire ça comme ça. Donc on est en 2025. La région du Huguette-Bello, elle a pris ses postes en 2021. On est à peu près à mi-mandat. Quel bilan vous dresseriez de la région Réunion, présidée par Huguette-Bello? Alors, vous me demandez de nous juger nous-mêmes, voilà. Donc je vais le faire avec humilité et en essayant d'être le plus objectif. Nous sommes arrivés dans une situation qui était très compliquée, vous le savez, la NRL qui n'était pas finie, les procédures en cours avec les multinationales qui pesaient très lourd dans le budget de la collectivité, des sujets comme beaucoup de sujets qui restaient en suspens. Et 3 ans après, parce que c'est 3 ans après, de nombreux sujets ont été élucidés. Donc très vite, nous avons réussi à nous positionner sur la NRL et on a arrêté effectivement ce choix qui était une ineptie de vouloir trouver des galets à La Réunion alors que ça n'existait pas et qui retardait le chantier. On a remis à flot les comptes de la région. Vous le savez qu'aujourd'hui, notre santé financière nous permet d'imaginer l'avenir avec en tout cas, beaucoup mieux que celle que lorsqu'on a pris la région en 2021. On a lancé des projets qui sortiront de terre bientôt. Je pense au lycée, la construction des lycées. Pour ce qui est de la formation professionnelle, puisque je vais parler d'un sujet qui me concerne, 4 000 places de formation lorsqu'on est arrivé. Nous sommes à 13 000 places de formation aujourd'hui. On n'a jamais, je pense que même sous les anciennes mandatures, on ne l'a jamais fait.
Et surtout que, vous le savez aussi, un certain nombre de contrats, et notamment le PRIC, qui est une manne financière qui vient de l'État et qui permet en fait de faire des économies d'échelle, notamment sur la formation professionnelle. L'ancienne majorité avait fait le choix de ne pas signer, contractualiser avec l'État. Nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous y sommes allés, nous avons réussi. Aujourd'hui, je pense que sur un certain nombre de sujets, sur l'économie, nous avons re-signé avec l'Europe les accords sur les fonds européens. Et nous l'avons aussi amélioré pour mieux répondre à notre tissu économique qui est composé essentiellement de TPE-PME. Nous avons ouvert de nouveaux dispositifs qui sont plus en lien avec notre territoire, tout comme d'ailleurs la formation. On travaille avec les entreprises pour faire en sorte que la formation serve vraiment de tremplin et de levier. Sur la question de la... Qu'est-ce que je peux vous dire? Disons que la difficulté, c'est peut-être les infrastructures. Les infrastructures. Parce donc que... on est dans un gros programme de remise aux normes, et vous le savez, notamment des routes. Vous voyez, enfin, vous traversez la Réunion, vous voyez bien qu'il y a énormément de chantiers. Et nous avons pu bénéficier du REACTE qui a aussi servi les communes sur des équipements, sur des gymnases, des piscines. On a réussi à financer énormément d'équipements. Donc, selon moi, après, vous me demandez, donc nous sommes dans un chemin, dans une bonne voie, et nous allons continuer à continuer le travail, à l'approfondir, mais je pense que déjà, nous avons des résultats qui nous laissent à penser que nous sommes dans le concret et dans le programme que nous avons porté. Disons qu'on a fait rêver les Réunionnais avec le tram-train, puis ensuite avec la nouvelle route du littoral, mais dans les faits, depuis 3 mandatures, il n'y a pas eu grand-chose. Le tram-train, ça a été finalement avorté. La nouvelle route du littoral, c'est un fiasco qui ne se termine pas. Et quand vous parlez de lycée, en fait, du temps de Paul Vergès, mais la démographie n'était pas la même. On ouvrait presque un lycée par an. Et ça fait longtemps qu'on n'en ouvre plus. Donc c'est peut-être ces grosses infrastructures qui manquent pour montrer aux Réunionnais que la région est repartie. On a toujours l'impression que la région est un peu en panne à cause des difficultés de la nouvelle route du littoral. Vous savez aussi que pour revenir à... On a raté le coche pour avoir un vrai transport en commun à La Réunion, puisqu'on a fait le choix du tout voiture à l'époque et nous a un peu condamnés à être asphyxiés sur les routes, comme on le sait. On travaille parce qu'il faut trouver, on ne trouve pas des milliards parce qu'on s'appelle Région Réunion et parce qu'on a un problème d'embouteillage, d'asphyxie. Vous le savez, c'est pas évident aujourd'hui, l'argent devient rare. Vous le voyez, le contexte budgétaire, il est exsangue. On a du mal nous-mêmes à assurer les réalités, les lignes budgétaires changent au niveau de l'État. L'Europe, sur un certain nombre de sujets, notamment sur la question des régions ultrapériphériques, il n'y a pas de certitude sur la garantie d'un certain nombre de fonds, mais néanmoins, refinancer un tram, c'est vraiment le vœu que l'on porte. On a fait des assises de la mobilité et les Réunionnaises et les Réunionnais sont prêts. Ils appellent de tous leurs vœux à ce qu'il y ait un transport en commun performant, digne de ce nom. Pour l'instant, nous, on a fait le choix, et vous le savez, de créer un cordon. Nous sommes en train de créer ce cordon et ça avance vraiment. Parce que l'idée, c'est d'avoir un axe réservé au transport en commun, quel qu'il soit. Demain, on a développé un réseau de bus à haut niveau de service, vous le savez. Donc, on a équipé, on est en train de s'équiper. Donc, il y a des marchés qui sont lancés pour ça. De bus extrêmement performants, high-tech, comme on peut trouver dans des grandes métropoles de France hexagonale. C'est-à-dire des bus extra performants? Qu'est-ce que vous entendez par là? Donc équipés par exemple en Wi-Fi. Ce sont des bus qui arrivent à une fréquence beaucoup plus rapide. Ce sont des bus qui sont sur des voies réservées, donc qui normalement devraient éviter d'être encombrés dans les bouchons. On peut réserver, ce sont des bus que l'on peut voir le trajet et réserver en ligne. On essaye vraiment d'améliorer, d'abord d'augmenter la fréquence, donc en augmentant le volume des bus. Quelqu'un nous a promis 2000 bus, mais nous le savons, nous les avons pas. L'idée n'est pas d'aller vers 2000 bus, mais c'est d'augmenter cette capacité-là, de réserver des voies propres et en même temps d'améliorer le service rendu à la population avec notamment la possibilité de développer des applis modernes. Donc on travaille à ça, on travaille aussi à la mobilité douce, mine de rien, parce que c'est un vrai sujet aussi. Donc vous avez vu, donc sur les voies vélo, on continue le travail. On n'est pas arrivé, on n'a pas dit on jette le bébé l'eau du bain et on recommence tout. Mais tout ça, c'est effectivement ce que tu dis, c'est tu sais, le temps de l'aménagement, c'est un temps long. Donc il y a le temps des études, il y a le temps de la mise en route.
Les travaux de la route du littoral, donc les marchés sont relancés et on est en train de faire les sondages en mer. Donc tout ça, ça va arriver. Et, pour l'instant, on est sur un horizon 2030 désormais, je crois. Hein. Tout à fait. Et c'est très complexe et on n'est pas là pour promettre. On préfère dire les choses avec un discours responsable et assumé. Ouais. En attendant, on ne reste pas sans rien faire puisque la route du littoral n'est pas une fin en soi. Je l'ai dit, donc on développe des mobilités autres et en même temps on construit des équipements. On va réhabiliter nos centres de formation. Tu le sais, je ne sais pas si tu as eu l'opportunité d'aller voir le centre de l'AFPAR à Saint-François. Une ruine finie, 60 ans d'existence cette structure. Pas un seul travaux qui a été fait sous l'ancienne mandature. C'est un bâtiment qui tombait en déliquescence absolue. C'est chose faite, donc ce projet a été mis dans la programmation, le CREPS, qu'on va réhabiliter également. Donc on a un gros programme d'infrastructure, mais il faut nous laisser, ça se décrète pas, c'est le temps des études, le temps des premières pierres vont arriver. On est rentré tout de suite dans les gros sujets d'aménagement, de développement, mais en fait on voulait un petit peu parler de probité. À chaque fois qu'on a un élu, on parle de probité. Donc on a cherché sur Karine Beneza, on n'a rien trouvé. Un procès quand même, mais relaxé. C'était Didier Robert qui vous avait attaqué en diffamation. La seule trace qu'on trouve. Donc on est allé chercher sur la déclaration de la HATVP et on a trouvé des parts que vous avez sur Total Energy et puis de Richebourg. Est-ce que ces prises de ce capital que vous avez qui sont assez légères, hein, je crois c'est 100 parts à chaque fois, peuvent prêter à un moment donné à un conflit d'intérêts si jamais vous deveniez maire de Saint-Leu, de Richebourg, travaille avec Saint-Leu, ou quand vous avez à prendre position à la région sur des marchés qui touchent les énergies renouvelables où Total est également partie prenante. Je souris quand tu me poses cette question parce qu'en fait, je n'ai jamais autant entendu parler de ça puisque voilà, mais certains de mes opposants l'activent comme un chiffon rouge. Alors déjà, je veux te dire que cette déclaration, donc tu sais, on ne fait pas une déclaration tous les ans ni tous les mois. Donc, elle date de quand je suis devenue... en 2021. Quoi. Voilà, 2021. 2021, bon, je veux replacer dans le contexte, c'était l'après-Covid. C'était la période Covid. Et comme tu le sais, dans cette période Covid, il y a eu énormément de situations. Tout le monde était un peu... On ne savait plus trop qu'est-ce qui allait se passer, les marchés financiers, l'épargne, etc. Et pour tout te dire, moi, en totale transparence, c'est mon fils, à un moment donné, qui m'a dit « Maman, c'est pas bien de laisser, de rester sur l'épargne parce que tu sais jamais ce qui va se passer. La Covid, les entreprises, moi j'y connais rien, tout ça. Et il m'a dit, ça serait bien que tu prennes des parts, etc. Donc conflit d'intérêt pas du tout parce que j'étais sortie de la mairie, je ne suis plus à la mairie. On me dit oui, mais il y a un contrat avec l'Assise. Enfin bref, je sais que c'est ce on essaye de m'emmener là-dessus. Mais tu le sais toi aussi. D'abord, j'étais à l'aménagement, mais je ne suis plus depuis très longtemps puisque ça remonte à 2017 où j'ai arrêté mon poste sur l'aménagement. Je n'ai jamais vu ces contrats-là, je les ai jamais négociés. Et au demeurant, ces actions dont tu parles, ça fait très longtemps que je les ai plus. Ah d'accord, parce que je pensais plutôt à l'avenir. Si vous devenez maire de Saint-Leu, comment on fait ? On ne peut pas réactualiser des déclarations que l'on fait. Donc c'est pas, je n'actualise pas ce genre de choses. Donc je sais qu'on essaye de m'emmener là-dedans. Mais je les ai plus. Deux, j'ai rien à voir avec ce qui se passe avec les contrats. Je rappelle quand même que je n'ai jamais été élue à la mairie de Saint-Leu. Je ne suis pas conseillère, je n'ai jamais été conseillère municipale et je n'ai jamais siégé dans un conseil municipal à Saint-Leu. Donc je n'ai jamais été en position de décider des contrats, des concessions, des je ne sais quoi avec je ne sais qui. Je n'ai jamais été décisionnaire. Et j'ai quitté cette collectivité en 2019. C'est la première fois que je me présente tête de liste à la mairie de Saint-Leu. Donc, j'ai contribué à construire Saint-Leu lorsque j'y suis attachée. Je l'ai défendu et tu as cité un élément qui m'a marqué au fer rouge. Donc, j'ai été mise en examen pour diffamation
Parce qu'à un moment donné, j'ai osé dire que le président de région avait menti et c'était au sujet de la carrière de Bois-Blanc. Donc, comme diraient d'autres journalistes, j'ai mouillé ma chemisette parce que voilà, on féminise un peu les choses. Mais en aucun cas, j'ai été aux décisions de cette collectivité. D'autres ont gouverné, certains gouvernent encore, d'autres ont fait partie de cette majorité, mais je n'ai jamais été dans la gouvernance de cette collectivité. Par contre, je suis attachée à Saint-Leu, profondément attachée à Saint-Leu. C'est une commune que j'ai choisie. Saint-Leu est dans mon cœur. Saint-Leu, c'est ma famille. Saint-Leu, c'est ma maison. J'y ai construit ma maison. Mon fils y est né. Je me suis mariée. J'ai reconstruit ma famille à Saint-Leu. Mes enfants ont été scolarisés à Saint-Leu, de l'école primaire en passant par le collège et au lycée. D'autres ont scolarisé leurs enfants ailleurs. Mais moi, mes enfants, ils sont dans les clubs de foot à Saint-Leu. Ils font de la guitare à Saint-Leu. Je consomme Saint-Leu et donc j'aime Saint-Leu et c'est vrai que je ne peux pas rester indifférente à ce qui se passe actuellement à Saint-Leu et c'est vraiment pas par ambition personnelle que je le fais, ni pour m'enrichir, ni pour, comme on le dit souvent, pour placer des gens que je connais, etc. Je le fais parce que depuis des mois, maintenant, ce que je vois, c'est que on nous sert des spectacles que l'on a déjà vus, des querelles, on nous sert en fait des oppositions marquées, des attaques personnelles, parfois même abjectes, hein, il faut le dire, des oppositions entre meilleurs amis. Quand on voit tout ça, pendant tout ce temps-là, eh bien, les vraies situations restent sans réponse. De l'autre côté, lorsque moi je rencontre les gens, parce que je suis souvent dehors et j'aime beaucoup le terrain, parce que c'est comme ça, je suis faite comme ça. Quand je vais chez eux, quand je les rencontre, quand ils me parlent, ils me disent effectivement leurs espoirs, ils me disent aussi leurs inquiétudes, parfois même leur colère, parce que beaucoup de sujets restent sans réponse. On a une situation dans le présent où il y a très peu de proximité de l'équipe municipale actuelle, très peu d'écoute, il n'y a pas de contact, ils ne les voient pas et donc ils sont très meurtris par la situation présente, mais en même temps ils craignent le retour de cet excès, donc sur lequel ils ne sont pas non plus d'accord et donc ils souhaitent un nouveau souffle pour Saint-Leu. Et c'est dans cette démarche-là que je m'inscris, dans une démarche d'action responsable. Et justement, à propos d'action responsable, on va rester sur la probité pour une question qui concerne un de vos opposants aux élections municipales de Saint-Leu en 2026. Est-ce que vous pensez que Thierry Robert il puisse faire oublier ses condamnations dont il a été l'objet, harcèlement sexuel, moral, sur son assistante parlementaire et non-paiement des impôts et interdiction de gérer une entreprise? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne suis pas là pour répondre à cette question. Invitez-le, si ce n'est pas déjà fait. Posez-lui la question et il sera suffisamment grand pour vous répondre à cette question. Moi, je ne suis pas là pour répondre à ce que peuvent penser les uns et les autres. Moi, je dis juste que moi, je m'inscris dans une démarche. Je suis ni dans le spectacle, je suis ni dans la rancœur, je suis ni dans la revanche. Moi, je suis dans une action responsable. Je souhaite une gouvernance calme. Je souhaite ramener le calme, la proximité, l'écoute et je propose, en tout cas, je souhaite proposer une alternative à toutes celles et ceux qui refusent le vacarme, à toutes celles et ceux qui... Le vacarme, c'est Thierry Robert. Ah, mais je n'ai pas dit ça. Disons, sans rentrer dans je vous l'ai dit. Dans une accusation profonde, en un mot, vous avez dit pour Emmanuel Macron, c'était une bêtise. Pour Thierry Robert, en un mot, comment vous définiriez c'était une déception, une bêtise, une erreur? J'ai la sagesse de ne pas renier mon passé, mais j'ai la responsabilité de construire mon avenir. Moi, je ne souhaite pas discuter du passé. Ma vie personnelle m'a fait dire que on est dans le présent et on regarde vers l'avenir. Et c'est comme ça que je vis ma vie. C'est comme ça que j'éduque mes enfants. Donc, je ne souhaite pas, vous parler de. Je suis là pour parler de moi et de ce que je propose, et non pas pour parler des personnes qui sont en face de moi et qui eux aussi, s'ils se présentent, c'est qu'ils doivent avoir ces raisons. Et moi, j'ai les miennes en tout cas, et je veux vous parler de ce qui me préoccupe. Il aurait souhaité faire une plateforme avec vous parce que je crois qu'Erika Barège est plutôt prête à le soutenir. Dans le cadre de la plateforme? Je n'en sais rien du tout. Et à la limite, c'est pas le sujet. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai une vision claire.
Je sais où je veux aller, je sais comment je veux construire, j'ai une méthode claire, je veux aller, et je continuerai à être à l'écoute des Saint-Leusiennes et des Saint-Leusiens. Je suis dans le calme, je suis dans une démarche, je l'ai dit, responsable. Et je ne suis pas ni dans la revanche, ni dans la rancœur, ni dans quoi que ce soit en fait. Je souhaite proposer une autre manière de faire. Vous savez, je suis une femme, peut-être la seule candidate femme à cette élection. Je n'en sais rien. Peut-être que d'autres se déclareront par la suite. En tout cas, à cet instant où on parle, il n'y en a pas d'autres. J'estime que Saint-Leu, c'est pas un ring, et les municipales, c'est pas un concours de testostérone. C'est une vraie responsabilité, et c'est dans ce sens que je souhaite m'inscrire, parce que en tant que femme, je pense que je peux, j'ai une autre vision, une autre manière de faire de la politique, et c'est ça que je veux emmener, une méthode, une vision, un cap. Et je suis prête à le faire, je pense que je peux le faire, je pense que je sais le faire, et je le fais, je ne suis pas toute seule, je sais que je peux, je sais qu'il y a une attente qui est forte, et je souhaite proposer cette alternative à toutes celles et ceux qui ne veulent plus ni du passé ni du présent. Et justement, qu'est-ce que votre liste proposera aux Saint-Leusiens pour les municipales de 2026? Alors, on est encore au début, je lance ma candidature, donc je n'ai pas la prétention et je ne suis pas du tout à dire je sais mieux que les Saint-Leusiennes et les Saint-Leusiens ce qu'ils veulent. Il y a énormément de sujets. Saint-Leu s'est beaucoup fragilisé ces dernières années. Et c'est vraiment triste parce qu'on a des atouts et on a un potentiel qui est énorme. Nous sommes une commune touristique qui attire énormément, mais en même temps, c'est une chance, parce qu'on n'est pavillon bleu, on a des atouts qui sont énormes, on le sait, mais ça peut être aussi une vraie difficulté, parce que si on subit cet attrait, c'est ce qui se passe actuellement, donc sans vision et sans cap, on ne canalise pas les choses. Habiter à Saint-Leu, aujourd'hui, ça relève d'un luxe. Si on n'a pas 300-400 000 euros à mettre sur la table, on n'arrive plus à se loger, et même si on ne veut pas être propriétaire, si tout simplement on cherche un logement, pour avoir un pied-à-terre, c'est extrêmement difficile, on n'en trouve pas. Et ça, c'est dans le privé. Mais dans les logements aidés, on n'en fait plus, on a tiré le frein à main. Ce qu'on livre aujourd'hui, c'est les opérations du passé. Il n'y a plus de politique de réserve foncière, il n'y a pas de stratégie d'aménagement qui fait que on peut se dire, demain, on pourra avoir des équipements. Les équipements qui ont été construits, ils sont en déliquescence avancée. Il y a des gros problèmes de sécurité. J'ai des mamans qui me disent, mais moi, avant, je venais faire mon footing ici. Jamais aujourd'hui, je viens parce que je ne sais pas ce qui va m'arriver. Il n'y a plus d'éclairage. Il y a des gens qui se sont fait agresser. Il y a de l'incivilité, et notamment dans les secteurs des hauts, dans les zones, les associations, on est exempt sur le budget, donc on accompagne peu ou plus, ou aussi bien les associations. Et donc, il y a tout ça. La cantine, on avait l'opportunité d'avoir une cantine à 1 euro. Nous-mêmes, donc sur les lycées, on a mis cette politique à 1 euro. D'autres communes viennent en disant il faut la cantine à 1 euro. Dans ce contexte actuel où le pouvoir d'achat, vous le savez, à La Réunion et particulièrement ici avec l'inflation, avec tout ce qu'on connaît, on a 36% de notre population qui vit sous le seuil de la pauvreté. Et à Saint-Leu, évidemment que on a été commune expérimentale sur la loi plein emploi, sur les BRSA, parce qu'on a une représentation saint-leusienne qui peut être calquée sur ce qu'est la Réunion. Donc, on a une représentation saint-leusienne du taux de chômage, de la problématique des BRSA, de la problématique des mamans solo, puisque nous avons énormément de mamans qui élèvent seules leurs enfants ici à Saint-Leu. Donc, de situations de grande précarité. Et tout ça me fait dire qu'en fait, ces sujets-là ne sont pas pris à bras le corps. Quand on remet la cantine, quand on est une maman avec 2 enfants, on est sur un salaire avec 2 SMIC, il faut sortir 200-300 euros. Quand on rajoute la voiture, il y a quelque chose qui est dommage sur Saint-Leu, c'est que la représentation dont vous parlez au conseil municipal, on aurait dû vous trouver, vous et les gens qui étaient au premier tour sur la liste, dans l'opposition. Est-ce que vous ne regrettez pas quand même que votre liste soit retirée entre les 2 tours en 2020 et qui fait qu'on n'avait pas d'opposition digne de ce nom au conseil municipal? Alors là-dessus, c'est aussi, vous savez, je l'ai dit, je me suis engagée en politique aussi, et je pense qu'en tant que femme, on doit aussi prendre notre place, et surtout dans ces milieux-là, même si c'est sale et même si c'est violent. Je sais que je vais pas, on va pas me, voilà, on va m'attaquer, on commence à m'attaquer. Tu as été allé chercher, d'autres l'ont fait
sur tout ce qu'il peut trouver pour essayer d'expliquer qu'en fait, voilà, donc je suis là pour m'enrichir ou autre, hein, on va trouver toujours un argument. Ce choix qui a été fait, c'est le choix de la tête de liste. Nous, je l'ai appris, je l'ai subi, puisque quand tu le sais, c'est la tête de liste qui emporte la liste. Sur cette élection en 2026, je me présente parce que j'irai jusqu'au bout et parce qu'on a aussi à prendre notre place, quelle qu'elle soit, pour défendre des positions, pour affirmer des voix et pour prendre toute notre place et entièrement notre place. Je reviens sur ce que tu dis, et raison de plus, moi j'estime que le bilan qu'on nous sert du maire sortant est un bilan sans relief. Et c'est encore plus dommage parce que quand on n'a pas d'opposition depuis 8 ans, donc on gouverne une commune sans opposition, on est vice-président du département, on est vice-président dans l'intercommunalité, normalement on devrait faire des merveilles. Sans opposition, avec toutes ces cartes en main, Saint-Lô aurait dû se transformer, se transfigurer. Aujourd'hui, Saint-Lô périclite, et sur un certain nombre de sujets, on a fait un bond en arrière, et on n'est même pas resté à l'équilibre. On a reculé plutôt qu'on a avancé. C'est aussi pour ces raisons que je m'engage et que j'espère donc rassembler autour de moi toutes celles et ceux qui, pour ces raisons-là aussi, veulent s'exprimer. Aujourd'hui, ce sont des hommes, je n'ai pas de difficulté à travailler avec les hommes et les femmes, c'est pas ça, c'est qu'on parle pour nous, on s'exprime pour nous, on nous dit ce qui est bon pour nous, ce qui est pas bon pour nous, mais vous le savez, la charge mentale, quand on est maman, enfin moi je suis maman, j'ai plusieurs casquettes, cette charge mentale, elle est réelle, et on n'a pas, et là je le vois encore, on n'aborde pas les choses de la même manière, d'abord parce que on est un peu multitâche. Il n'y a pas les mêmes priorités, selon vous? On a beaucoup de priorités, et donc et c'est aussi une chance parce que justement on est dans cette mer d'ego là qui déborde à Saint-Leu, qui déborde. Donc en tant que femme, on a aussi je pense, et c'est un atout, cette capacité d'avoir un regard différent, le recul aussi pour pouvoir relativiser les choses et remettre de l'équilibre, de la stabilité, et d'être dans une logique peut-être plus posée et avec le recul nécessaire pour regarder les choses dans sa globalité et prendre les décisions qui s'imposent. Parce que quand on est maman, on décide et parfois on est aussi en face de situations qui nous sont douloureuses. L'avenir de nos enfants est un sujet qui nous concerne. Cet avenir-là, je ne dis pas que ça ne concerne pas les papas, hein. C'est pas du tout ce que j'ai dit, hein. Mais voilà, la place de la maman, la femme a toujours été dans le foyer, un rôle moteur, un rôle qui rassemble, et je pense qu'une femme dans une commune, ça peut peut-être aussi changer le regard et avoir une autre vision, en tout cas un comportement qui est différent et une approche peut-être plus différente. C'est ce qui vous a motivé à créer votre association Le Femme Care aussi? Oui, c'est ce qui m'a motivée, c'est ce qui m'anime depuis toujours. Enfin, mon parcours, la place que j'ai occupée, vous savez, quand je suis arrivée dans la fonction publique et que je venais d'avoir mon concours d'attaché territorial, je me rappellerai toujours de ça. Je suis allée à une réunion en préfecture. J'avais 23 ans. Voilà, vous me voyez, femme de couleur qui arrive. J'ai une réunion à la préfecture, donc ils étaient tous cravatés, des hommes de 30-40 ans. Et puis quand on m'a vu arriver, je me rappellerai toujours de cette... Je vous dirai pas c'est qui, parce que c'est un haut fonctionnaire. Et il m'a regardé, il m'a dit oui, si vous venez pour servir le café, c'est à côté. Et donc, je lui ai dit, mais non, en fait, il y avait une place qui était libre. Je lui ai dit, mais non, mais en fait, je viens représenter ma collectivité. Et donc, je suis directrice de l'aménagement. Et donc, j'arrive. Et donc, rien ne nous est acquis. Vous le savez, on doit faire toujours plus. On doit toujours prouver qu'on est là, pas par hasard, qu'on est là, pas parce que quelqu'un nous a mis là, un homme nous a mis là pour servir. Et quelque part, on doit toujours montrer qu'on est compétent, qu'on est là, pas par hasard, qu'on n'est pas arrivé parce que
on connaît quelqu'un ou qu'on est là pour faire la parité. Parce que souvent, et en politique surtout, les femmes, et heureusement que cette loi est arrivée, mais malheureusement, quand aujourd'hui, on est bien, mais on est bien derrière. On est bien pour apporter Des ce qu'on quotas. sait, pour apporter notre image, mais il ne faut pas trop qu'on prenne de la lumière. Il faut pas trop que il faut rester dans l'ombre ou en tout cas dans une logique mesurée parce que c'est encore comme ça. Et c'est aussi pour toutes ces raisons, effectivement, que j'ai créé mon association parce que nous les femmes, nous devons aussi ouvrir des voies et en tout cas inciter d'autres femmes à exister, à s'émanciper, à s'exprimer et à ne plus subir des situations de violence, des situations d'intimidation, des situations de pression, des situations où le silence, mais parfois est condamnable, pour nous aussi, parce que quand on ne rien dire, c'est cautionner. Et j'ai du mal avec ça. Justement, pourquoi vous donnez pas le nom de ce haut fonctionnaire? Parce qu'il n'est plus là et que ça n'a pas d'intérêt. Moi, je vous ai raconté cette histoire. Moi, ça m'a pas, enfin, ça m'a plus motivé que ça m'a. Moi, les difficultés, je les vois comme une source de progrès et non pas de repli. Quelles sont les femmes qui ont été des modèles pour vous en politique à La Réunion? Sans citer Huguette Bello, parce qu'évidemment, vous allez la citer d'avance. Évidemment, parce que moi, la présidente de région, pour moi, c'est un symbole justement de cette résistance. Des fois, on en parle, elle me raconte combien c'était difficile, et encore plus à son époque, j'imagine. On parle là, nous, on est dans une époque moderne, et je vous dis que c'est pas évident, et que c'est ça les violents, et ça va l'être, je le sais. Mais vous imaginez ça il y a 40, 50 ans, donc elle a essuyé les plâtres, et à mon avis, de façon beaucoup plus rude que nous, et c'est un exemple. Et puis, vous savez, quand on arrive et qu'on a une femme présidente... D'autres non. Oui, mais je veux vous dire que, par exemple, nous, arriver là, avoir une femme avec des talons, du rouge à lèvres, etc., c'est appréciable parce que quand on le fait... Si on était là avant, on aurait pu dire, non, en fait, c'est pas... ça n'a pas l'image de la responsabilité. Là, aujourd'hui... assumé, on a eu une Nassima Dindar, on a eu Erika Barège, et Saint-Leu a eu une mère femme, Mademoiselle de Châteauvieux, je crois la demoiselle. C'est vrai. Vous pensez que Saint-Leu est à nouveau prêt à avoir une mairesse? En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que La Réunion est prête à avoir des maires. La Réunion est prête à avoir des maires. On n'a qu'à voir, vous l'avez dit, Erika Barège, Vanessa Miranville, Juliana. Donc La Réunion est prête, la présidente de région. Et il n'y a aucune raison pour que ce soit quelque chose qui soit réservé. Oui, c'est un progrès, c'est sûr. Maintenant, à côté de ce progrès, des femmes qui sont montées quand même en politique à La Réunion et qui ont prouvé toutes leurs valeurs, et parfois avec des difficultés que les hommes ne rencontrent pas, il y a la montée du Rassemblement national à La Réunion. On a un ancien maire qui est représentant du Rassemblement national. On ne l'a pas beaucoup entendu. Est-ce que vous craignez que le vote Rassemblement national soit très fort lors des municipales à venir? Vous savez, je pense les municipales, c'est vraiment un enjeu de proximité. Je ne dis pas que les étiquettes nationaux ne jouent pas, mais néanmoins, je pense qu'on vote pour un homme ou une femme, pour des projets, pour ce qu'on pense qu'elle peut apporter ou pas à une population, plus qu'à un enjeu d'étiquette du national. Maintenant, il y a une vraie réalité, et celle-là, vous l'avez souligné, parce que je pense qu'il y a beaucoup de déceptions, d'attentes déçues de la part de la population, et le contexte actuel à La Réunion, il est difficile, et je ne sais pas comment, effectivement, parfois on est vraiment extrêmement résilient à La Réunion. Je pense par exemple au PEC. Le sujet des PEC était un sujet d'une grande... pour moi, c'est une ineptie absolue, donc je suis très contente qu'on ait évité la catastrophe, puisqu'on a signé, on a 10 000 PEC, mais c'était... Mais en même temps, c'est verre à moitié vide, bière à moitié plein. On sauve des PEC, mais les PEC, est-ce que c'est une solution? Parce que ça maintient une population dans la précarité, ça maintient même peut-être des habitudes clientélistes des élus qui peuvent aussi en profiter pour faire tourner les populations précaires. Sans doute, il y a de ça, mais il n'y a pas que ça. Les PEC,
En fait, ça fait vivre des familles. On peut pas le nier. Est-ce qu'on peut réexpliquer les contrats PEC? Est-ce que vous pouvez revenir dessus pour notre public? Les parcours emploi-compétences, PEC, parcours emploi-compétences, c'est un dispositif qui a remplacé, en fait, c'est des dispositifs de contrats aidés, qui sont des contrats de 20 heures et qui sont en fait de l'emploi, on va dire de l'emploi, des emplois aidés, pas que des emplois verts. Ce sont des emplois subventionnés. Donc, en partie par l'État qui portait ce dispositif il y a encore des années à l'époque à La Réunion. Et pour vous dire à quel point on a périclité là-dessus, on était à 25 000 PEC à un moment donné, financement à 80% de l'État. Aujourd'hui, ce qui nous est proposé là, et je l'ai dit, on limite, vraiment, on évite la catastrophe, 10 000 PEC avec un financement à 50-60% de l'État, ce qui est pour collectivité. Donc, ce sont des contrats aidés, mais qui sont à peine aidés. Et donc, mais pour les collectivités, j'entends ce que tu dis. Combien gagne un PEC par mois? 800 € à peu près. Est-ce qu'on peut vivre à La Réunion avec 800 €, surtout quand on a déjà des enfants? C'est malheureux. 36% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et ce seuil de pauvreté est à peu près de 900 €. Donc, ça veut dire que ces PEC fait partie de cette catégorie de la population. Et là-dedans, donc, on a un quart de nos enfants, il faut le dire, un quart de nos enfants vivent dans ces familles qui sont dans ces familles qui sont donc 36% en dessous du seuil de la pauvreté. Mais néanmoins, Franck, une fois qu'on a dit ça, on ne peut pas nier cette réalité. On ne peut pas passer de rien à on supprime les PEC. Où on a cette logique en disant en fait ça ne sert pas à l'insertion. Moi, ce que je veux dire, c'est que nous, en tout cas, on travaille à faire en sorte que derrière ces parcours de PEC, on peut reprendre une formation, 1, 2, 3, 4, 5 formations. La région sera là pour accompagner, pour aller vers une meilleure employabilité, pour augmenter son niveau de compétences et miser un titre professionnel. Vous savez, un titre professionnel, il n'y a pas d'âge. Donc, on peut avoir 60 ans, 50 ans, être père de famille, sorti du système scolaire avec peu ou pas de diplôme. On peut réinsérer à travers un titre professionnel et aller vers un emploi. Il y a des métiers qui sont en tension. Ce public-là des PEC, ils peuvent accéder à ces emplois et nous, on travaille à ça pour avoir le tissage et le lien entre la sortie des PEC et les reprendre sur un parcours de formation. Mais les PEC à La Réunion, c'est un dispositif qui fait vivre des familles. C'est sûr qu'on survit, je suis d'accord avec toi, on ne vit pas avec 800 €. Mais on survit, certains vivent de ça et on ne peut pas nier cette réalité sociale. Et ne pas être dans le suspense de savoir est-ce qu'ils vont être reconduits ou pas. Aujourd'hui, nous, à la région, on a 800 PEC, mais c'est quand même 10 000 contrats, c'est 10 000 familles. Mais voilà, vous avez raison de le dire. Il faut voir plus loin que le PEC, il faut voir la formation. On est en plein dans votre compétence. Sur le long terme, on ne parle pas simplement des 4 ans que vous avez passé à vous occuper de cette compétence-là. Mais à La Réunion, on a toujours le même nombre d'illettrés. C'est dramatique, quoi. Même les jeunes font partie de ces 180 000 personnes qui sont en difficulté avec ça, quoi. Est-ce qu'il ne faut pas justement une révolution de l'éducation et de la formation à La Réunion? C'est un sujet qui me tient énormément à cœur. C'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que, comme tu l'as dit, on connaît la pyramide des âges à La Réunion. 116 000 illettrés, le chiffre bouge peu ou prou. Ce sont pas les mêmes personnes. On peut pas, enfin, ça pouvait se comprendre parce que nos aînés sont arrivés dans une période où effectivement, donc, on avait cette masse cette population qui n'avait pas accès à l'école. Mais aujourd'hui, 40 000 NEETs, c'est énorme. Ça veut dire qu'il y a des jeunes à 16 ans qui sortent du système scolaire. Et dans ce public-là, il y en a énormément qui ont des difficultés dans les savoirs de base. Et c'est un sujet qui est un vrai sujet. Est-ce que la formation professionnelle peut réparer ce que l'éducation nationale n'a pas su faire? C'est vous qui l'avez dit. Moi, c'est une question. Si l'école est on nous dit que l'école est obligatoire, mais en fait, on a une seule manière d'apprendre, en fait. Donc, on n'a pas le choix des modalités, on n'a pas le choix de la méthode, ni de l'enseignement. Et il y a un vrai sujet là-dessus, parce que tout le monde n'est pas fait
pour apprendre de la même manière. Mais néanmoins, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et on n'arrive pas à 16 ans sans savoir lire et écrire, vous êtes d'accord avec moi. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé dans les premières années de scolarité. Sauf qu'aujourd'hui, effectivement, donc nous collectivités régionales, nous avons cette responsabilité-là de former par la formation professionnelle. Nous sommes la seule collectivité compétente, donc ce n'est plus l'État qui s'occupe de l'éducation lorsqu'on est demandeur d'emploi, c'est la région qui reprend sur la formation professionnelle. Donc nous, oui, on fait ce qu'il faut, on essaye de faire ce qu'il faut avec des parcours inclusifs, comme je vous l'ai dit, pour prendre. Et notamment, on a élargi nos dispositifs. Vous savez que jusqu'à un passé récent, avant 2021, celles et ceux qui étaient au BRSA n'avaient pas accès aux formations de la région. C'est une ineptie parce que ce sont des gens qui ont besoin de la formation. Donc nous, on a réouvert. Il n'y a pas de réunionnais qui relèvent du département et des réunionnais qui relèvent de la région. Il y a des réunionnais tout court qui ont besoin d'informations. Mais néanmoins, c'est une logique globale. Je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'on regarde les politiques éducatives, qu'elles soient dans l'éducation nationale ou après, puisqu'il y a le sujet de la reconversion. Aujourd'hui, il y a un vrai sujet de reconversion. Après la Covid, vous le savez, il y a un engouement pour travailler autrement. Avant, on était dans une logique, le monde du travail a changé, les jeunes n'ont plus la même logique par rapport au travail. On ne souhaite plus, tout le monde ne souhaite plus avoir une carrière de 40 ans, lycée dans le même poste, à faire le même boulot et avoir une semaine de 35 heures, 8 heures, 16 heures. Certains souhaitent avoir la possibilité d'avoir un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle, avoir une latitude sur les plages horaires, etc. Donc le monde du travail a changé. Et donc, par contre, le président de la République, il dit que les métiers de demain, on les connaît pas, que un certain nombre de métiers vont changer, que resteront les métiers, des métiers, notamment les métiers manuels et les métiers professionnels. Par contre, vous l'avez remarqué comme moi, rien ne change dans le socle de l'éducation nationale. Et c'est pas moi aussi qui le dis, enfin je le dis parce que ça me tient à cœur. Mais il y a aussi le rapport de la Chambre, de la Cour des comptes, qui l'a souligné à quel point effectivement il y avait besoin qu'on se penche, que notre État se penche sur notre système éducatif, parce qu'il y a des trous dans la raquette, je pense, et qu'il faut qu'on réadapte nos programmes pour que on pense global et qu'on arrive à lier les choses, parce qu'aujourd'hui c'est encore très cloisonné. Je le vois depuis que je suis sur la formation professionnelle. Nous, on arrive à travailler avec l'académie et on travaille bien avec l'ensemble des acteurs du monde de l'économie, du monde de l'éducation et de la formation. Mais ça demande à être porté à plus haut niveau et que ça soit vraiment une vision, donc une vision étatique, j'ai envie de dire. Vous dites que M. Macron ne connaît pas les métiers de demain, vous le citez. Ah, c'est lui qui le dit. Hein. Oui, évidemment, vous le citez. Est-ce que vous pensez qu'il y a des secteurs d'avenir pour La Réunion? Est-ce que vous pouvez en citer quelques-uns? Bien sûr. Donc, nos secteurs d'avenir, vous savez, donc c'est les énergies renouvelables. On a une énorme chance et c'est un gros potentiel. Le solaire, les énergies propres, le photovoltaïque, l'hydraulique, l'éolien, les énergies de la biomasse, enfin toutes ces énergies propres. Donc on a de vraies ressources à La Réunion et il faut qu'on les exploite. Nous devons aussi nous différencier de ce qui se fait. On ne doit pas avoir une logique purement France hexagonale, j'ai envie de dire. On est dans l'océan Indien, nous avons des réalités qui ne sont pas les mêmes que la France hexagonale. Nous avons aussi des opportunités puisque nous sommes dans le bassin indiano-océanique et donc nous avons cette richesse des mers. Donc, nous avons une mer qui est très riche. Toutes les filières autour du maritime que l'on n'exploite pas assez, ce sont des secteurs émergents et des secteurs porteurs que nous avons mis dans le fameux schéma, le SRD2I, le schéma régional de développement économique et d'innovation de la région Réunion, que l'on porte aussi en déclinaison dans le CPRDFOP, contrat de plan régional de la formation professionnelle. On essaye d'imbriquer les deux pour justement former dans ces métiers d'avenir. Je l'ai dit, donc l'économie bleue, les énergies renouvelables, les services à la personne. Nous avons une population qui va vieillir. Là-dedans, les Réunionnaises et les Réunionnais, souvent, ils le font parce qu'ils disent rendre service, mais ça rend service, mais ça aide, ça garde le main en maille, mais ça va, occupe
mon grand-père, ma mamie, etc. Mais ce sont des vrais métiers, ce sont des vraies compétences. L'empathie, c'est pas donné à tout le monde. Ce sont des métiers de l'humain où il faut avoir le cœur, parce que aider, c'est pas quelque chose qui, on le fait pas si on n'a pas cette fibre. Et donc nous avons besoin de développer des secteurs pour pouvoir donc structurer tout ça, pas simplement dans l'exécutant, parce que beaucoup, on a aussi cette logique qu'on veut casser, ce plafond de verre que l'on a nous collectivement, de nous considérer tous comme des futurs salariés, futurs employés, alors qu'en réalité nous pouvons être nos propres chefs d'entreprise. L'auto-entrepreneuriat, c'est quelque chose qui a le vent en poupe. Être son propre patron, c'est aussi le rêve de beaucoup de jeunes et de moins jeunes, notamment quand on est en reconversion. Et nous devons aider à la création d'entreprises, nous devons aider à la simplification des secteurs. Le BTP reste un secteur très porteur, hein, c'est clair. Et je vais en profiter pour changer le sujet. Tourisme aussi. Bon, ouais, tourisme, je vais repartir sur le BTP, sur l'aménagement du territoire. Vous avez cité la carrière de Bois-Blanc, qui est le clé de voûte de votre engagement politique, la clé de voûte de votre engagement politique en quelque sorte. Le schéma régional des carrières va être à nouveau examiné. La carrière de Bois-Blanc va sans doute rentrer encore dedans. Le combat n'est pas terminé, il me semble. Non, le combat, c'est rageant ce qui se passe parce que il y a eu 3 chaînes humaines. 5000 personnes se sont mobilisées. Il y a eu, je ne sais plus le nombre d'arrêts, des cours d'appel. Les juges ont dit non. Oui, les autorités environnementales. Les autorités environnementales. Excusez-moi, je suis fatiguée la journée. Bien sûr, oui, on comprend. Les autorités environnementales ont dit non. Donc, en fait, globalement, tout le monde a dit non, que c'était pas possible, que c'était pas acceptable, que c'était un espace d'une grande richesse, extrêmement fragile, en bord de mer, à côté des écoles, à côté de la route des Tamarins, bref, 56 000 raisons pour que ça ne peut pas être un endroit où on tire, on fait des tirs de mines. À l'époque, et c'est toujours dans les mêmes volumes, hein, là, ce qui se passe. 900 rotations jour, des tirs de mines toutes les 20 minutes. On a 4 écoles aux alentours. On a la commune des Avirons qui est pas loin, l'étang Salé qui est pas loin, Saint-Leu qui est juste à côté, le quartier de Bois-Blanc est juste à côté. Tout le monde a dit non. On est arrivé aux affaires à la région, la route du littoral ayant changé de son projet, donc on a validé le tout viaduc. Nous avons révisé le schéma d'aménagement pour enlever ce que l'ancienne mandature avait fait, qui avait laissé la porte ouverte à une révision du SAR sur le site de Bois-Blanc. Tout ça a été fait donc complètement, on va dire, tout au carré pour dire que la carrière de Bois-Blanc, c'est fini. Eh bien, surprise, l'État qui est en charge du schéma régional des carrières, ça s'appelle régional, mais c'est l'État qui a la main, hein, je le dis, oui. Parce que des fois à notre grande surprise, la carrière de Bois-Blanc revient avec un intitulé qui laisse, voilà, qui est... Chacun appréciera. Ce n'est pas, c'est classé autre, comment il s'appelle ça, projet d'intérêt régional. En fait, c'est une proie pour la soif. On va faire simple. Ce n'est ni utile tout de suite. Ce n'est pas utile dans le schéma régional des carrières qui va durer les 10 prochaines années. Mais peut-être que ça peut l'être dans le prochain. Donc en fait, on fige le territoire. On l'inscrit, enfin ils veulent l'inscrire, ils veulent le figer pour une suite. Moi, ce que je dénonce là, c'est que en fait, ça n'a aucune justification. Maintenant, à l'époque, c'était parce que c'était la carrière, c'était la route du littoral. Il fallait faire, vous vous rappelez, enfin tu le sais. Oui, il fallait faire des digues et on n'en avait pas assez. Aussi, tu connais très bien ce dossier aussi. Il fallait faire les digues, etc. Aujourd'hui, la justification, c'est qu'il faut construire des logements. Je n'en disconviens pas, bien évidemment, qu'il faut construire des logements. Et on le sait, on a un gros besoin de logements, évidemment. Néanmoins, quand on dit qu'on n'en a pas besoin aujourd'hui, qu'est-ce qui justifie qu'on l'inscrive comme possiblement ouverte? Et ce qu'on dit dans le document et qui est alertant, c'est que dès 2030, on peut imaginer... déposer des procédures pour pouvoir aller vers cette carrière. Donc évidemment qu'on est contre, évidemment que je continuerai à dire que nous ne sommes pas d'accord. La région a fait savoir qu'elle était contre. Et actuellement, on est en concertation sur
sur ce projet. Il y aura le temps des enquêtes publiques, il y aura le temps de la consultation, mais je trouve effectivement curieux que ce projet revienne, d'autant plus qu'effectivement, je l'ai dit et je le dis aussi aujourd'hui, il y a un mélange des genres dans cette affaire-là, puisque les carriers qui sont aussi intéressés font partie des aides à la décision, de l'aide à la décision. Ils participent pour définir les besoins en matériaux, ils participent pour définir les sites d'extraction potentielle. Donc c'est un peu aussi facilitant, j'ai envie de dire, quand ensuite on sait qu'on va peut-être déposer des procédures, de pouvoir aussi planifier ce dont on a besoin quand on est un acteur privé et qu'on est intéressé. C'est aussi une logique commerciale, c'est aussi une logique d'entreprise. Ça semble une fatalité. La bétonisation de la Réunion, on la voit et on a l'impression que les élus sont impuissants pour l'arrêter. Vous savez, on subit le poids des normes. Le poids des normes, et on le voit, donc les multiples lois, vous le voyez, donc les différentes lois qui arrivent et qui nous imposent un certain nombre de choses sur l'artificialisation, sur les logements, sur un certain nombre de choses. Et donc, ce qui s'applique en France hexagonale et dans un territoire qui n'est pas une île, s'applique aussi à La Réunion, qui est un petit territoire qui est bordé, qui est dans l'océan Indien. Et donc, ça s'applique de la même manière que les normes européennes et les normes françaises s'appliquent de la même manière, sans adaptation, avec ou peu d'adaptation à La Réunion. Et donc, on le subit parce qu'on est un territoire restreint. Et donc, et c'est souvent des procédures complexes et lourdes. Je pense à la CDPENAF, par exemple, qui est une instance qui est qui doit préserver les terres agricoles contre les aménagements. C'est une instance consultative en France hexagonale. Et ici, c'est un avis conforme. Quand la CDPENAF dit non, et Saint-Leu est peut-être l'une des communes les plus vulnérables face au réchauffement climatique. Déjà à cause des pentes, les cyclones seront de plus en plus violents. Donc on sait que les ravines de Saint-Leu peuvent être meurtrières. On a un lagon qui peut être particulièrement menacé par les déversements qui s'y font. On a les écologistes qui proposent carrément un moratoire. On arrête les aménagements, la bétonisation. Vous, quelle sera votre position? Saint-Leu est extrêmement fragile et vulnérable. Cela a été aussi, vous savez, on a donc effectivement les coraux qui subissent les coulées de boue. Et ces coulées de boue viennent aussi de ce qui s'est passé avec les andins et les pierrages, qui ont aussi fait que ce qui était naturellement fait par nos anciens est très bien fait pour préserver les terres agricoles. Avec l'enlèvement de ces andins, ça a produit ce que ça a produit et donc ça a aggravé la situation fragile de Saint-Leu. On a un trait de côte et l'érosion qui nous guette, qui est déjà présent, mais qui n'est pas simplement à Saint-Leu, mais aussi une réalité saint-leusienne. Moi, je pense qu'il faut regarder global et avoir un cap, une vision pour Saint-Leu. L'idée n'est pas de tout arrêter et figer le territoire et sanctuariser le temps de la réflexion. Les deux peuvent se faire, mais il faut avoir une vision d'aménagement concerté et concilier à la fois les besoins de la population avec un aménagement qui se veut acceptable. Il faut que l'aménagement soit acceptable. L'idée n'est pas de construire des blocos ni de ne plus rien faire. C'est de trouver les bons projets qui profitent à Saint-Leu sans qu'elle perde son âme. Parce que j'y tiens, Saint-Leu, on connaît Saint-Leu pour son aspect villageois, bon enfant, agréable. Il faut que ça perdure. Et il est de notre responsabilité, collectivement, à faire en sorte que ces équilibres puissent... On arrive à la fin de l'entretien. Est-ce qu'il y aurait une question Ça tombe bien parce que je commence à perdre mes mots. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé qu'on vous pose? Un sujet qu'on n'a pas abordé? Non, il est allé fouiller, mais tout. Même ma déclaration, il a fait comme mes opposants. C'est un travail des journalistes, hein, on est obligé. Non, mais je savais bien que... Voilà. Mais bon, tu ne m'as pas trouvé de... Voilà, je suis pas... voilà, je suis propre. Donc, on va finir par des questions et des réponses rapides où on répond par oui, non, quelques mots. Quel poste ambitionnez-vous d'occuper
quand vous aurez 60 ans? Qu'est-ce que tu entends par poste? Présidente de région? Non, tu penses à la politique, là, quand tu dis ça? Quel poste? C'est pas C'est vous qui décidez. C'est vous qui Non, c'est décidez. une fonction, c'est ça? À 60 Une ans, fonction est-ce ou que un je poste me- à je me 60 vois ans, vous vous imaginez où? Vous Alors, ambitionnez où? C'est peut-être ce que je vais dire est peut-être pas. Je suis pas dans la projection en fait. Je me dis pas, c'est pas quelque chose que je déroule en disant là je vais être là, là je vais être là, je vais être là. Tant que je serai alignée avec moi-même et que ce que je fais me fait vibrer, quel que soit ce que je fais en fait, ben, je continuerai à le faire. Que j'ai 60 ans, que j'ai 50 ans, que j'ai 70 ans ou 80 ans. Ce que j'espère juste, c'est que que ma santé me le permette, parce que j'ai tendance peut-être à tirer trop sur mes réserves et prendre pas assez soin de ma santé. Et c'est tout en fait. Peu importe, à partir du moment où je resterai animée par ce que je fais et que ce que je fais, je ne le subis pas, je le ferai. Alors, une question sur votre coin préféré à La Réunion. Sur Votre coin préféré, votre lieu préféré. mon coin préféré, incontestablement la Plaine des Sables. D'accord. Daniel Warou ou Caf Malbar? Les deux. Ah non, il faut en Les choisir deux. qu'un. Ah ben non, ben un c'est mon enfance. Il a participé à mon enfance. L'autre c'est ma jeunesse et mon monde d'aujourd'hui. Donc les deux font partie de moi. Donc j'aime les deux. En voiture, quand vous mettez la radio à fond, c'est lequel que vous écoutez le plus? En voiture, j'écoute Spotify et j'écoute Lofi. Vous connaissez Lofi? En fait, ça a pas de. Non, il va c'est falloir de chanter. musique, c'est quoi? Il Ah, va je falloir croyais que chanter. oui. Il va falloir chanter. Bah, si l'eau vive est une chanson, parce que je connais pas. Bon, Non, c'est des musiques pour se concentrer. un mot pour décrire ce qui se passe à Gaza. Ça m'arrache le cœur, ce qui se passe à Gaza. Ça m'arrache le cœur que des hommes puissent se battre pour des. Enfin, je ne juge pas, hein, mais que l'on puisse arriver à là par idéologie, ça m'arrache le cœur. Voilà, que j'aime les gens, quels qu'ils soient. J'écoute, je respecte. Peu importe les convictions des uns et des autres. Et j'ai toujours dit, ma vie, en tout cas moi je le vois comme un sablier, je sais quand il commence, je ne sais pas quand est-ce qu'il s'arrête. Et les minutes que j'ai à profiter de ma vie, franchement, je pense que je préfère utiliser ce temps à des choses qui m'animent plutôt qu'à faire la guerre. Et donc du coup, je suis extrêmement meurtrie par ce qui se passe. Et j'aimerais vraiment que ça s'arrête et qu'on n'en arrive pas à nous mettre tous, parce que pour le coup, ça deviendra, on sera tous impactés par ce qui est une affaire d'idéologie. Dernière question, si vous êtes élu maire de Saint-Lô en 2026, est-ce que vous accepteriez de recevoir un ou une présidente de la République française d'extrême droite? C'est-à-dire, si elle vient, si De la cette recevoir présidente- au sein de votre mairie? Vous savez, moi je suis républicaine. La démocratie, c'est le pluralisme. Si elle devient présidente elle ou lui, je ne sais pas qui, un candidat, c'est que les Françaises et les Français l'auront choisi. Et ça sera comme on le fait déjà, notamment à la région. Ça sera un accueil républicain. Ok, on s'en est bien On est en entendu. République. Ok, espérons qu'on n'en arrive pas là. Merci beaucoup. Espérons qu'on n'arrive pas là. Mais maintenant, après, c'est les Françaises et les Français qui décident. Et on respectera ce choix. Eh ben, merci pour vos réponses. Ben, merci à vous. Ça a été? Ça a été. Je vous ai convaincu. Vous serez de Saint-Lô, vous voterez pour moi. On n'est pas sûr. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.